Alors la curiosité est-elle un vilain défaut? Au Moyen-Âge, les pères de l'Église auraient répondu oui, saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin. Mais il fut un moment dans l'histoire, un moment précis, peut-être ce kairos, comme auraient dit les Grecs, où la culture de la curiosité s'épanouit à travers toute l'Europe. Une curiosité qui n'est plus condamnée par l'Église et qui n'est pas encore contenue par la science, comme l'explique l'historien des musées Christophe Pomian. C'est ce moment-là, à partir de la Renaissance et dans la tradition de l'humanisme, que vont s'épanouir des lieux qui incarnent à eux seuls cet esprit de curiosité. Ces lieux, ce sont d'abord ce qu'on va appeler les studioli, en Italie, ces cabinets d'études des papes, des princes qui se répandent donc en Italie. Ici, le studiolo du duc d'Urbino. Ce sont des lieux qui sont voués à la lecture, et ça n'est pas par hasard que je commence par cette évocation ici à la Gabertine, qui sont voués à la méditation, qui sont des lieux plutôt solitaires de ces érudits de la Renaissance. Et puis, ce mouvement va passer les Alpes, se répandre dans l'Europe, et notamment dans les cours des princes germaniques, à Dresde, à Prague, à Innsbruck, des grandes collections princières qui vont mélanger des œuvres d'art avec des objets naturels. C'est ce mélange artificialia et naturalia qui caractérise ce que la mémoire collective a retenu sous le terme de cabinet de curiosité. On voit ici la voûte verte, ce cabinet de curiosité de Dresde. Qu'est-ce qui préside à l'esprit de ces cabinets de curiosité, à ces Wunderkammern? Attardons-nous un instant sur ce très beau terme, ces chambres d'émerveillement. Eh bien, précisément, c'est d'éblouir, c'est d'étonner, c'est de divertir, avec une vraie part ludique qui est assumée dans ces collections. C'est une accumulation d'objets, souvent extraordinaires, qui suscitent l'émerveillement et qui font le plaisir, le prestige et la gloire des princes. Alors, à quoi ressemblent exactement ces cabinets ? On a un certain nombre d'objets qui sont un peu des objets phares, qui sont un peu des objets attendus, même si chaque cabinet est unique. Et ça, c'est vrai qu'il faut avoir à l'esprit que même si là, en 17 minutes 50, je vais faire quelques généralités, chaque cabinet est singulier. Alors, que retrouve-t-on? D'abord, des œuvres d'art, des antiques, puisqu'on est dans l'esprit de la Renaissance, des monnaies, et puis ces naturalia, ces objets venus de la nature, animaux empaillés notamment. Et puis ces artificialia, vous voyez ici ce nautile, ce coquillage transformé par l'œuvre de l'artiste, mais aussi toute une série d'objets étonnants. On a comme ça un peu des œuvres qu'on l'on retrouve à travers les cabinets qu'il faut avoir. Par exemple, le crocodile ou le requin suspendu au plafond, avec cette idée un peu de renversement du monde, de poissons qui nagent ou qui volent dans les airs. La corne de licorne, ou la supposée corne de licorne, fait aussi partie de ces objets qu'on retrouve à travers les cabinets de curiosité. Et puis, des objets qui sont à la limite, qui sont aux limites justement, qui sont dans l'extravagance, qui sont dans la bizarrerie. Pourquoi ? Parce que le cabinet de curiosité, c'est une vision du monde. On cherche à embrasser l'ensemble des trois ordres et à les montrer dans toute leur étendue. On va s'intéresser à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, mais aussi à l'infiniment extraordinaire. Tout cela dans une mise en scène qui n'est pas du tout celle d'une caverne d'Ali Baba ou d'un bric-à-brac, mais vraiment d'une théâtralisation. Un cabinet de curiosité, c'est une œuvre, c'est une collection, mais c'est une collection qui est mise en scène par le collectionneur qui fait œuvre d'artiste, au fond. C'est un monde en raccourci où se créent des ponts entre les différents objets, où le beau côtoie le laid, où le normal côtoie l'extravagant, et tout cela en reflétant les goûts, les manies, parfois même les fantasmes de ceux qui constituent les collections. Alors, un exemple, c'est le cabinet de curiosité du château d'Ambras. Ici, voilà, on a deux exemples assez caractéristiques.
de ces marges, de cette fascination pour ce qui est monstrueux, ce qui est différent. À droite, c'est un homme qui avait été blessé lors d'un tournoi et qui a réussi à survivre pendant 1 an, dit-on, avec cette lance au milieu de la tête. À gauche, un exemple de cette hyperpilosité. Donc, on garde la mémoire comme ça de choses extraordinaires, mais aussi de monstres à 2 têtes, de fœtus dans du formol. Bref, on est tout à fait fasciné par des choses qui sont étonnantes, bizarres, et qui révèlent la surprise, l'émerveillement, mais aussi l'étonnement qu'on peut avoir face au monde. Cette mode du cabinet de curiosité, elle court de la seconde moitié du XVIe siècle à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et à l'âge classique, ce ne sont plus seulement les princes ou les papes qui vont se lancer dans ces cabinets de curiosité, mais aussi des savants. On peut penser à Peiresc, puisqu'on est dans cette salle. On peut penser au père Kircher à Rome, qui, en ouvrant son cabinet de curiosité au public, en fait sans doute le premier musée de l'histoire. Et cette mode devient quasiment un hobby à travers l'Europe, puisque ce ne sont plus seulement donc des princes, mais même des notables issus de la bourgeoisie, des médecins, des apothicaires, des lettrés, qui se lancent dans cette course à l'accumulation d'objets. Et les cabinets de curiosité deviennent des lieux de sociabilité, des marqueurs, une sorte de marqueur social, on pourrait dire. Alors, je vous ai mis ici l'intérieur du cabinet d'Ole Worm, qui est médecin et collectionneur danois, parce que, au fond, aujourd'hui, nous n'avons plus la trace matérielle de ces cabinets de curiosité tels qu'ils existaient. On a des sources, on a des inventaires, on a des catalogues, et puis on a quelques représentations comme celle-ci, ou bien des reconstitutions, comme cette reconstitution du cabinet de Jean Hermann, savant naturaliste. Mais là, je dirais qu'on assiste à un infléchissement de l'esprit des cabinets de curiosité, puisque progressivement, les cabinets de curiosité vont céder la place à des cabinets plus spécialisés, des cabinets de production naturelle. Alors, ces cabinets d'histoire naturelle ou de production naturelle sont les héritiers des jardins botaniques que l'on voit se développer dès le XVIe siècle à travers l'Europe, et ils rassemblent des herbiers, des fossiles, des minéraux, des animaux empaillés. Et c'est une passion qui va saisir l'Europe, notamment du XVIIIe siècle, et une passion qui est alimentée, bien sûr, par les grands voyages, par les objets et toutes les espèces qui sont rapportées de l'autre bout du monde, notamment par les compagnies des Indes. Et cette mode qui saisit l'Europe se développe tant que, finalement, au cœur du XVIIIe siècle, on compte pas moins de 215 cabinets de production naturelle à Paris et près de 455 pour la France entière. Mais l'esprit des cabinets de curiosité a évolué, puisqu'on le voit ici avec un des célèbres cabinets de production naturelle, le cabinet de Joseph Bonnier de la Mosson, dans l'hôtel du Lude à Paris. Ce sont des cabinets qui vont de plus en plus se spécialiser. Et ce cabinet-là, par exemple, compte pas moins de 9 sections: un cabinet d'anatomie, un cabinet de chimie, un cabinet d'apothicaire, un cabinet d'histoire naturelle d'animaux en fiole, un cabinet d'histoire naturelle d'animaux desséchés, une bibliothèque, un cabinet de mécanique avec les automates qui font leur grande apparition à ce moment-là dans les cabinets de curiosité. Et donc on voit que finalement, à cette espèce de théâtralisation d'objets divers qui se côtoient, on passe à une autre forme de cabinet plus spécialisé, plus ordonné, plus classé. Pourquoi ? Eh bien parce que l'esprit a changé. Le cartésianisme a insufflé l'idée que la nature ne se comprend pas par les objets, mais se comprend par l'abstraction, par la science, que l'homme se doit d'en être le maître et le possesseur. Et puis, avec l'encyclopédisme, on va chercher des lois générales. On va chercher à expliquer le monde, non pas en s'intéressant à l'exception, au rare, à l'extraordinaire, à l'extravagant, mais en cherchant des lois générales qui expliquent le monde.
Et puis c'est aussi un triomphe de l'esprit bourgeois au XVIIIe qui va plutôt faire primer l'utile, le mesurable, et qui se méfie de l'ésotérique. Finalement, le merveilleux des Wunderkammern vont céder le pas aux scientifiques, donc on isole les disciplines, on crée des séries, on renonce à l'idée de tout embrasser dans une seule et même compréhension du monde. Finalement, à cette époque-là, science et art vont amorcer leur séparation, et c'est un moment où les cabinets de curiosité vont certes donner lieu à des musées, mais non pas dans l'esprit de ce qui étaient les cabinets de curiosité au départ, mais avec deux branches qui se séparent, les musées d'art d'un côté et les musées d'histoire naturelle d'un autre côté. On le voit avec le cabinet du Jardin des Plantes qui va donner naissance au musée d'histoire naturelle à Paris sous l'action de Buffon. On le voit au British Museum qui reprend la collection laissée par Hans Sloane. Bref, la plupart des grandes capitales à ce moment-là vont se doter de ces cabinets publics, donc qui sont ouverts au public. Et c'est là où on voit une inflexion claire, puisqu'on n'est plus dans le cabinet de curiosité, on n'est plus dans une œuvre personnelle où on se projette soi-même dans sa vision du monde, mais on est dans un musée, c'est-à-dire ouvert au public. Et c'est bien sûr là qu'on voit qu'il y a une filiation, mais en même temps une vraie rupture. Donc à cette ère de curiosité de cabinet privé va succéder l'âge des musées au XVIIIe, au XIXe siècle. Et finalement, ce n'est qu'au XXe siècle que l'intérêt pour les cabinets de curiosité va renaître. Il va renaître d'abord par leur étude, puisque Julius von Schlosser, en 1908, qui est conservateur des musées de Vienne, va publier une étude sur ces Kunstkammer et Wunderkammer, qui est d'ailleurs un mot qui, à l'époque, était assez peu utilisé, mais qui, dans cette étude-là, va trouver sa place dans l'historiographie. Et puis, il y a un moment qui est un peu clé, c'est celui du surréalisme. On connaît ces photos, puisqu'il en existe plusieurs, d'André Breton dans son cabinet de curiosité, où œuvres d'art voisinent avec des masques indonésiens, des fétiches dogons, ses propres souvenirs de voyage, bref, un rapport à l'objet qu'il remet au cœur même de sa propre représentation. C'est très intéressant d'ailleurs parce que la plupart des photos de son cabinet de curiosité, il y figure. Et c'est donc vraiment dans l'esprit des cabinets de la Renaissance. Un peu dans le même esprit, cette œuvre de Marcel Duchamp, Petit musée portatif, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est aussi un autre rapport à l'objet. Et finalement, à partir de là, les cabinets de curiosité vont devenir une source d'inspiration qui nous amène jusqu'à aujourd'hui avec une forme de nouvelle fascination, de renouveau de ce besoin d'émerveillement et d'enchantement. Alors on le voit d'abord dans des cabinets privés, celui de Jacques Garcia à Champ de Bataille à gauche, celui de Malplaquet House à droite, mais on le voit aussi dans les musées. Je vous ai mis ici une photo du musée de la chasse et de la nature, où la muséographie fait voisiner œuvres d'art et animaux empaillés dans un vrai cocon, dans une ambiance d'intimité qui rappelle les cabinets de curiosité. Et d'ailleurs, ce musée fait appel à des artistes, ici Sophie Calle, pour des expositions qui sont, en l'occurrence là, une vraie vision du cabinet de curiosité par l'artiste Sophie Calle, avec des artistes contemporains qui se jouent de cette frontière un peu poreuse entre le musée et le cabinet de curiosité. Et puis c'est aussi quelque chose qui va avoir une influence dans les musées scientifiques et dans les musées d'histoire naturelle. J'ai mis ici l'exemple du musée des Confluences à Lyon, puisque, étant la réunion de 4 collections très diverses, finalement, le parcours muséographique a été pensé comme un grand cabinet de curiosité qui embrasse toutes les disciplines et où les objets sont vraiment au cœur de la muséographie. Cette tendance-là me paraît assez significative et j'ai voulu vous mettre ici
quelque chose de très récent. C'est d'abord un meuble, et c'est en ça qu'il se rapproche du cabinet au sens strict du terme. Quand il est fermé, c'est vraiment comme une sorte de petit secrétaire. Et c'est un musée-valise, il est sur roulette, il peut le bouger. Et c'est la Fondation Carmignac à Porquerolles qui a créé cet objet, où en fait les œuvres sont des œuvres authentiques, enfin des œuvres faites par des artistes, avec des objets, avec des naturalia. Et ce musée portatif est destiné à aller au-devant des publics qui ne peuvent pas aller dans les musées. Il est par exemple en ce moment à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et je trouve que c'est très caractéristique de notre rapport aujourd'hui au musée, c'est-à-dire que le musée puisse comme ça se déplacer, aller au-devant et créer ce rapport très intime à l'objet. Au fond, je pense qu'aujourd'hui, si on se pose la question de savoir si les cabinets de curiosité sont les ancêtres des musées, on peut se dire que c'est un raccourci assez commode. Il n'est pas tout à fait exact, puisque les musées, dans leur acception classique, sont des lieux qui sont ouverts au public, encore une fois, et donc dans leur agencement, leur présentation, ce sont des lieux qui sont classés, avec une présentation aérée, ordonnée, et qui sont, on pourrait dire finalement justement à l'opposé d'une présentation très personnelle qui est celle d'un cabinet de curiosité. Pour autant, quand je me suis penchée sur ce sujet en écrivant le dictionnaire amoureux des musées, je me suis rendu compte que les musées qui, moi, me touchaient, me plaisaient, étaient souvent des musées qui ressemblaient à des cabinets de curiosité. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans les cabinets de curiosité, finalement, on retrouve l'essence même de ce qui nous plaît dans les musées. Peut-être que ça correspond aussi à notre époque, où finalement la vision d'une science qui pourrait tout expliquer du monde est sujette à interrogation. Et puis aussi parce que notre rapport à l'objet a changé. Nous avons tous notre propre cabinet de curiosité à travers les photos et les souvenirs que nous gardons dans nos smartphones. Et je pense que cela crée un rapport au musée qui est tout à fait différent. Et puis j'ai voulu finir sur la Maison d'Hérold, qui est un cabinet de curiosité en soi. Quand la boutique a flambé, il y a eu beaucoup de lettres. Et il y a un enfant qui a écrit en disant... Mais alors, maintenant que ça a brûlé, est-ce que les animaux sont morts ? Et je trouve ça très joli, parce que je me dis qu'un cabinet de curiosité, c'est finalement un lieu qui se joue des frontières du temps, des frontières de la géographie, mais aussi des frontières entre la vie et la mort. Ce sont des lieux qui sont des lieux de vie, des lieux de jeu, des lieux d'imagination et des lieux d'émerveillement. Je pense que nous avons ici un musée qui, dans son essence même, dans son esprit, est un retour à ces sources mêmes du cabinet de curiosité. Je vous remercie. Anne-Laure Béatrix, merci beaucoup. Je vais vous proposer un petit échange avec le public pendant quelques minutes en attendant la conférence suivante. Est-ce que vous avez des questions, des envies de partage ? Vous avez peut-être un cabinet de curiosité, du reste, à la maison ? Monsieur, c'est le cas. Pardon, madame, est-ce que la pharmacie de l'Hôtel Dieu est un cabinet de curiosité? La pharmacie. Alors, je dirais que la pharmacie en elle-même seule, non, mais c'est précisément le fait que ici, dans ce musée, soit présenté à la fois, merci, les collections de la bibliothèque, des instruments de musique, des instruments scientifiques, des tableaux, puisque il y a aussi une remarquable collection d'objets d'art, et puis cette partie de la pharmacie qui effectivement nous évoque peut-être encore plus le cabinet de curiosité par justement tout l'imaginaire qu'il convoque d'une science d'une autre époque que la nôtre, de la conservation des plantes, des animaux, etc. Donc c'est vraiment le mélange de tout ça, le fait de faire se côtoyer des objets qui, dans les musées, a priori, en tout cas au XIXe siècle et au début du XXe siècle, étaient vraiment très catégorisés, et de les mettre ensemble, qui crée le cabinet de curiosité. Moi, je trouve que l'Ingambertine est en cela
a trouvé une belle inspiration dans les cabinets de curiosité en revenant aux sources de ce qui fait d'ailleurs sa collection. D'autres questions, d'autres envies de partage? Qui a un cabinet de curiosité à la maison, peut-être? Peut nous raconter cela? Je ne sais pas si vous voulez nous en parler, vous n'êtes pas obligé du tout, parce que c'est personnel aussi. Mais c'est très personnel, c'est très intime, un cabinet de curiosité. C'est pour ça que cette filiation avec les musées, elle va de soi et en même temps, elle est assez antinomique. Il est très timide, mais c'est un archéologue amateur de brillante qualité. Donc, il collectionne, de par ses parents qui ont vécu en Afrique, de la naturalia. Après, il était archéologue amateur romain, donc il a fouillé dans la région, 40 ans, tu vois que tu parles, dans la région, en découvrant quand même un four, un hangar à Dolia, un four avec des chiens, des chevaux. Et puis après la Campana, je voulais parler de Campana, vous savez, oui. Cet Italien fantastique pour moi, pour tout le monde. Et j'ai été émerveillé. On a eu la chance de découvrir quelques plaques Campana sur Mazan. C'est tout ce que je voulais dire. Après, il collectionne sur la Seconde Guerre mondiale, donc aussi. Donc, et puis, bon, pernois d'adoption, donc aussi, il fouille sur Perne, et il a beaucoup écrit. Voilà, donc c'est sa personnalité au travers d'un cabinet de curiosité. Mais je suis sûre que ça vous rend très heureux. Je trouve que les cabinets de curiosité, mais c'est là où on le voit aussi, même sur les cabinets de curiosité qui sont ceux des princes, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est une forme de psychanalyse en soi. Hein. C'est une drogue. C'est une drogue, ah, oui. mais c'est une passion comme celle de... Enfin voilà, la collection, c'est une passion. Tout à fait. Alors, oui, c'est vrai. Je ne sais pas la collectionnite quand même, hein, mais c'est au hasard des découvertes qu'on s'aperçoit, qu'on s'intéresse à l'objet. On va chercher des informations dans des livres, dans des musées, dans des trucs comme ça, puis on se développe un peu le cerveau. De tout ce qui reste d'ailleurs du cerveau. C'est plus grand-chose maintenant. Je ne suis pas très inquiète pour vous, en vous entendant. Excusez-moi, je ne voulais pas parler, excusez-moi. Je suis un peu timide de l'avoir partagé. Merci beaucoup. Merci, monsieur. D'autres questions? D'autres échanges avec Anne-Laure Béatrix? Merci de l'avoir fait, c'est bien de partager tout ça. On vous remercie énormément, on vous applaudit. Merci beaucoup Anne-Laure Béatrix, merci.